C'est un hors-série, une fois de plus, qu'on vous propose ici avec les technos. Un hors-série un petit peu particulier, parce qu'on vous a déjà parlé d'informatique, évidemment, d'ordinateur aussi. C'est peut-être le plus gros des petits ordinateurs qu'on vous propose cette fois-ci. De petits ordinateurs, on en a déjà parlé, tenant des fois pas plus grand qu'une clé USB. Ici, c'est un ordinateur un petit peu plus grand, même si c'est un petit ordinateur. Pour en parler, on a avec nous nos amis Benoît et Sébastien d'un côté, qui feront leurs commentaires sur cet appareil qu'a testé pour nous. Marc, il s'agit, Marc, d'un Shuttle. Shuttle étant la marque, hein, c'est ça. Si Shuttle est la marque et le modèle, pour être précis, c'est le XH97V. Ah, moi j'ai HX97V, mais c'est peut-être une fois. HX97V, voilà. Il est tard, on a fourché. Bon, voilà. Shuttle HX97V. Alors quand je dis que c'est le plus gros des petits ordinateurs, je dis pas de bêtises. Non, effectivement, c'est une machine qui a déjà une certaine taille. En fait, on va la montrer directement. Voilà. Ça, c'est la bébête. Voilà. C'est un barebone, grosso modo. C'est-à-dire que c'est une machine qui est fournie avec une alimentation externe, dans ce cas-ci, une carte mère, et grosso modo, c'est tout. Vous devez rajouter mémoire de masse et processeur. D'accord. Et vous avez une petite bébête qui est au demeurant vachement sympathique. Donc, la bébête mesure 24 cm sur 20 sur 7, ça reste assez compact. C'est plus gros qu'un NUC, évidemment, ou que les mini-PC qu'on a eu l'occasion de tester avec Sébastien, vous vous rappelez, ceux qui étaient aussi fins qu'un boîtier de CD à peu de choses près. Oui. Mais l'avantage ici, c'est que vous n'êtes pas limité par le processeur embarqué, puisque vous pouvez mettre ce que vous voulez. Étant donné qu'on part sur un chipset H97, qui est le dernier chipset en date d'Intel, et le socket LGA 1150, vous pouvez mettre du Core i3, du Core i5, du Core i7, du Pentium, du Celeron. Voilà, vous pouvez mettre en gros ce que vous voulez dedans. Il faut quand même pas oublier de bien le ventiler. Enfin, celui-ci en l'occurrence a déjà de la ventilation. Voilà, effectivement, il y a deux ventilateurs qui fonctionnent en extraction, mais on va l'ouvrir pour montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ça se dévisse tout simplement. Enfin, d'abord, on va faire un petit tour du propriétaire quand même. Donc à l'arrière, vous avez autre chose, justement, avantage par rapport au tout petit boîtier. Vous avez plus de connecteurs, vous avez les connecteurs audio, vous avez deux connecteurs USB 2, deux connecteurs USB 3, un gigabit Ethernet, deux DisplayPort, un HDMI et le connecteur d'alimentation et un port COM, je suppose, pour pouvoir, je ne sais pas trop en fait, voilà. On posera la question à Sylvain Young qui nous l'a prêté et qu'on remercie d'ailleurs au passage de nous l'avoir fait parvenir. Et vous avez également une série de ports en façade qui sont dupliqués, deux ports USB 3, deux ports USB 2, micro, etc. D'accord. Il est également possible, moi je ne l'ai pas fait, mais de mettre un lecteur de média optique slim. Voilà, je ne l'ai pas fait ici, mais voilà, c'est tout à fait possible. Donc ça se dévisse simplement avec deux petites goupilles à l'arrière. Et vous avez alors un intérieur qui est, c'est tout propre en fait. Donc on se retire simplement le capot supérieur. Vous avez l'emplacement pour le disque dur. Voilà, vous avez l'emplacement pour les disques durs. Vous avez l'emplacement pour le lecteur optique qui peut aussi être utilisé pour installer deux disques durs supplémentaires, vu que l'appareil embarque Intel oblige un chipset qui est compatible RAID. Et donc vous pouvez monter votre petite configuration. Donc une fois qu'on a retiré ceci, on a l'intérieur de la machine. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose en fait. Vous avez la carte mère qui est fournie par Shuttle. Et vous voyez ici en fait le caloduc. Donc vous avez un gros pavé en métal qui va venir se fixer sur le processeur pour transmettre la chaleur via les tubes qui sont remplis d'un fluide spécifique, qui partent vers un radiateur à ailettes qui lui est placé juste devant, donc les deux ventilateurs qui travaillent en extraction. La première fois que vous l'allumez, ça flippe un peu parce qu'ils vont très fort. Et donc pendant quelques secondes, vous avez l'impression qu'il y a un truc cassé, mais bon, c'est tout à fait normal. Dès que l'écran de boot apparaît, les ventilateurs deviennent tout à fait inaudibles, et même en utilisation, on va y revenir plus tard, même en utilisation continue, ça reste à un niveau franchement très bas, et tout ce qu'il y a de plus supportable. Donc comme je le disais, vous devez apporter
votre processeur, vous devez apporter votre mémoire, c'est de la mémoire pour portable, donc format SODIMM, ça encaisse jusqu'à 16 Go. Vous avez donc le connecteur SATA ici en dessous pour pouvoir mettre votre SSD ou votre disque classique. Vous avez un port mini PCIe si vous voulez rajouter un chipset Wi-Fi spécifique ou vous voulez rajouter un accessoire particulier. Et alors aussi intéressant, vous avez dans les connecteurs qui sont ici en dessous un câble qui est fourni avec une interface mSATA. Donc vous pouvez travailler en fait avec 3 disques classiques et mettre le disque de démarrage sur un petit disque mSATA. Ça en fait vraiment une machine extrêmement versatile. Et l'autre chose qui est très appréciable, comme je l'ai dit en entrée de jeu, c'est la présence de 3 sorties vidéo physiques. Et donc ça veut dire... Voilà, HDMI ici et DisplayPort ici. Et donc, ce qui veut dire que, pour peu que le processeur le supporte, évidemment, puisqu'on le rappelle, sur les chipsets, sur les chips Intel, la partie graphique fait partie du processeur. Donc, si vous mettez un Pentium dedans, vous aurez probablement un peu de mal. Mais sur un Core i5, un Core i7, voire même un Core i3, ça s'en tire tout à fait honorablement. Vous avez 3 écrans connectables en natif, sans devoir passer par des solutions comme celles dont nous avons l'habitude, qui sont notamment les petits modules DisplayLink. Donc, si vous voulez, voilà une petite machine tout à fait sympathique qui, alors d'entrée de jeu, n'est pas très chère parce qu'elle coûte 229 €. Pour peu que vous rajoutiez un peu de mémoire à un disque mécanique, pas forcément partir sur un SSD et un petit processeur d'entrée de gamme si c'est pour faire de la bureautique, vous avez une machine qui est moins chère qu'un NUC, un peu plus grosse, mais tout à fait recommandable. Je serais tenté de dire quand même sur ce type de machine, comme tu le disais, qui ne sont pas livrés avec les éléments importants de la machine, gaffe au coût caché, parce que l'air de rien, on aurait tendance à forcer peut-être un petit peu le trait et à se faire une configuration peut-être trop importante, ou trop élevée par rapport à l'usage qu'on pourrait en faire, parce qu'on a envie, juste parce que voilà, et parce qu'en pièces détachées, ça fait toujours moins cher. On pourrait en avoir envie, on pourrait être tenté. Maintenant, encore une fois, si tu fais le choix de mettre des composants de qualité dedans, que tu mets de la mémoire rapide, que tu bourres à 16 Go, que tu mets un Core i7 et que tu te pars avec une array de SSD pour faire du RAID, tu auras une belle machine de guerre qui va pêcher au niveau graphique, parce qu'évidemment, tu n'as pas la place dedans pour mettre une carte dédiée, mais le chipset graphique qui est embarqué sur les dernières générations de processeurs Intel ne vont pas permettre de faire du jeu, mais sont déjà accélérés au niveau de la vidéo. Et en tout cas, sous Windows, les derniers outils d'édition vidéo tirent partie de ce genre d'accélération. Donc on peut très bien se constituer une petite machine sur base de cette configuration pour faire de la retouche d'image, pour faire de l'illustration, pour faire de l'édition vidéo pas trop lourde, pour s'en servir. Alors moi je m'en suis servi comme Media Center. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, toi, exactement. Tu l'as configuré avec quel OS Alors moi je l'ai configuré, déjà au niveau matos, j'ai mis un Core i3, j'ai mis 8 Go de RAM, j'ai mis un SSD de 128 Go, donc voilà, le minimum syndical on va dire. Et je l'ai configuré simplement avec un Windows 7 dégraissé à l'extrême, c'est-à-dire débarrassé de vraiment tout ce qui est inutile, et simplement XBMC. Voilà, le tout relié, configuré en liaison avec un NAS Synology qui héberge mes films de vacances. Et voilà, et tout le reste se fait directement à travers le réseau. C'est du gigabit, donc il n'y a aucun problème au niveau du suivi des débits. Benoît et Sébastien ont écouté avec attention. J'ai l'impression d'être dans un jeu télé où maintenant ils vont casser le produit. Ils sont là pour ça. Non, peut-être pas casser, mais en tout cas livrer ici leurs opinions. On commence peut-être par Benoît. Alors Benoît, je sais que ton approche de l'informatique n'est pas justement celle du hardware précisément, et c'est pour ça que ton choix se porte plutôt vers du matériel marque à la pomme, et que l'informatique n'est pas une fin en soi, entre guillemets, en ce qui te concerne, en tout cas le hardware. Le procès d'intention d'entrée de jeu. Exactement, c'est ça. Je suis déjà catalogué avant d'avoir rien dit. Non, en fait, je te vois pas avec les mains dans le moteur, c'est pour ça.
Je l'ai fait il y a longtemps, mais il y a un âge où on se dit qu'en final, on préfère effectivement. Non, mais ce que tu dis est tout à fait correct. Il y a un âge où il y a un moment où il y a des choix de vie et des choix de carrière qui font que aujourd'hui, je préfère effectivement me concentrer sur l'usage final que sur la construction de la machine. Mais ce que j'ai un petit peu de mal à comprendre, en même temps, je peux voir des utilisations. C'est-à-dire, j'ai quand même des clients qui sont plutôt sous Windows aussi, hein. Et c'est vrai qu'on voit pas mal notamment, je pense à un client actuellement qui a pas mal de systèmes qui sont installés dans d'autres. En gros, c'est Eurocontrol, et donc ils ont des machines installées un petit peu partout en Europe. Et si j'ai bien compris, un des intérêts de cette machine, mais je ne suis pas certain, je demande justement, Marc, est-ce que c'est pas d'avoir des machines qui sont fiables en termes de qu'on va pouvoir laisser allumer 24 heures sur 24, qui vont garantir une certaine tenue par rapport à ça. Et alors là, je me dis, voir ça effectivement dans un système compact, qu'on va pouvoir paramétrer vraiment bien par rapport aux besoins. Et alors, dans ce contexte-là, on a souvent besoin aussi d'affichage assez important. Je pense que ça peut, avoir de l'utilisation, ce genre de machine. Mais est-ce que j'ai bien compris que c'est des machines 24/7 ? Alors, ce ne sont pas des machines 24/7, en tout cas pas cette génération-là. Ça reste du PC de bureau, grosso modo, sans aucune connotation péjorative. Ça reste de la machine de bureau avant tout, pour un usage soutenu, mais pas permanent. Par contre, pour ce qui est de l'aspect affichage, effectivement, ce modèle-ci encaisse sans aucun problème 2 écrans 4K. Et un écran Full HD ou modèle 21/9e. Donc de ce côté-là, effectivement, au niveau de l'affichage, ça peut être assez sympa. Surtout que comme on l'a vu, la bécane n'est pas grosse, elle peut s'installer derrière n'importe quel écran avec un support VESA, et on a une configuration tout à fait utilisable. Je n'ai pas encore assez de recul, honnêtement, je vais te dire. Je ne l'ai pas utilisé 24 heures sur 24, mais je pourrais tout à fait, effectivement, faire un test en la laissant tourner en tâche de fond pendant une semaine et voir si se manifeste le moindre couac. Maintenant, est-ce qu'on peut déjà partir du principe que Windows est un système suffisamment robuste, Windows Consumer ici, donc est un système suffisamment robuste que pour l'équiper sur une machine qui doit tourner 24/7. Tu n'es pas obligé d'installer Windows, si j'ai bien vu. Ah non, absolument. Tu peux aussi mettre un Linux ou tu peux mettre... Tu embarques ce que tu veux. Au niveau du soft, vu que c'est toi qui apportes tout ce qui est hardware, c'est toi qui décides de ce que tu mets dessus. Sébastien. Si je peux répondre à la place de Marc. Alors, au niveau des spécifications, la petite bête dispose de Power On After Power Fail. En gros, donc, elle peut se rallumer après que le jus ait claqué. Bon, parce qu'il n'y a pas de batterie sur la bestiole, donc évidemment, le jus peut claquer. Et donc, il y a une série de fonctions, je lisais les spécifications pendant que Marc racontait ce qu'il avait essayé sur la machine. Donc, il y a une série de chipsets, une série de petits... voilà, je trouve que elle est prévue pour de pouvoir démarrer toute seule, quoi. Voilà, elle est prévue. Et tu peux même avoir un jumper qui dit, quel que soit l'état avant, tu dis ok, le truc il va d'office s'allumer dès qu'il y a du courant. Ouais. Est-ce que c'est pas déjà le cas en allant tripoter dans le BIOS habituellement? C'est une fonction qui existe, le démarrage automatique, il me semble. Non, ça dépend des BIOS. Oui. Mais ici, c'est mis largement en avant comme étant effectivement une fonctionnalité prévue pour le truc. Donc, je tends à penser qu'ils soit prévu pour ce genre d'utilisation. Ça peut aussi être très bien utilisé dans le retail, ou quand je vois sur du multimédia, Marc n'a pas trop poussé là-dessus dans son explication, mais sur le DisplayPort, ça sort sans problème du 4K. Donc, du 4K à 3840, 2160, ils ont l'air de dire que c'est suffisamment puissant pour pouvoir sortir une bonne résolution. Alors, au niveau ça des peut connecteurs, sortir 2 écrans 4K. 2 écrans 4K et un en 1080, simultanément. Voilà. Donc, pour du Media Center, qui sortent aujourd'hui du 4K, il n'y en a pas encore beaucoup non plus. Donc, on reste vraiment sur du haut de gamme là-dessus, et ceci explique peut-être un peu la taille. Et alors, au niveau des connecteurs derrière, je regardais, c'est un BTRS-232, donc voilà, c'est un port série. Oui, c'est un port com. C'est un port com, et avec un trou pour du Kensington, pour éviter le vol. Et il y a aussi 2 trous, je ne sais pas si tu les as vus, qui sont normalement prévus pour les antennes Wi-Fi, avec une possibilité, c'est un module qu'ils ont pour du Wi-Fi, une carte Wi-Fi. Alors ce qui me fait penser
Voilà, ce qui me fait penser quand je lis ce genre de spécifications, parce que c'est encore assez rare aujourd'hui sur des machines de trouver des ports RS-232, c'est qu'il y a quand même une utilisation probable pour du retail où ils ont besoin, ou même pour du professionnel industriel, où on a besoin de RS-232 pour connecter des imprimantes type ticket, des trucs comme ça. Donc, et là, on est content d'avoir du compact. D'accord. Donc, ce serait une machine plus polyvalente que le simple Media Center ou le non, absolument, absolument. Moi, j'ai choisi l'approche Media Center parce que c'est celle qui me semblait le plus ludique, mais c'est clair que cette machine a une foule d'utilisation. C'est le genre de petit PC, par exemple, que je vois très bien en entreprise. C'est un thin client, un peu moins thin que les thin clients, mais... Quand on offre une machine au marché sans processeur, sans disque dur et sans mémoire, c'est qu'elle est forcément polyvalente. Oui, d'accord, mais je veux dire effectivement... Oui. Voilà, le communiqué de presse officiel affiche quand même que la cible est professionnelle, clairement, même si elle peut se destiner aux particuliers comme moi, mais elle sera plus à sa place probablement dans un bureau ou dans un environnement semi-industriel que sous une télé, même si elle peut très bien le faire. Ça pourrait servir de petit serveur local aussi, oui, parfaitement. Puisqu'il y a cette histoire de relance automatique après une coupure de courant, c'est une forme de sécurité à bon marché, hein, mais ça reste une idée, pourquoi pas. Il y a d'autres modèles dans la gamme chez Shuttle, on le sait, il y en a d'autres. Mais... Alors Shuttle, effectivement, il y a une infinité de modèles, mais je crois que dans cette configuration-là, oui, il y a d'autres modèles. Je t'avoue que je ne suis pas allé voir directement, mais oui, je suppose. Alors, excusez le bruit du clavier. Voilà, surtout que j'ai un clavier qui fait fort clac-clac. Oui. Alors, pendant que tu cherches, Marc, j'étais en train de lire, le bloc d'alimentation, c'est un bloc externe, c'est ça le truc? Oui, apparemment, oui. La lime. Oui, c'était un bloc externe. Oui. Donc là, il faudra le dimensionner. Enfin, il est livré avec celui-là, par contre. Oui, il est livré avec, absolument. Alors, je vois qu'effectivement, il y a différents produits qui sont plus ou moins de la même gamme, donc c'est-à-dire ce qu'ils appellent les Slim PC. Et alors, il y en a qui sont fournis apparemment avec CPU. Je me trompe. Il y en a qui sont fournis, par exemple, avec un Atom soudé sur la carte mère. Mais apparemment, la majorité des appareils et le successeur de celui-ci, qui est le... Enfin non, pas le successeur. La version juste avant, qui est le HX81V, voilà, est un modèle qui est un peu moins industriel, qui lui, apparemment, est plus home-based. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de la question, mais peut-être que l'un d'entre vous a encore un truc à rajouter. Sébastien, peut-être, oui, non, au niveau port externe, je suis pas sûr que je l'ai entendu chez Marc. Il y a un port ISATA aussi, ou voilà. Il y a un port ISATA, absolument, à l'arrière. Ouais. Et en fait, la machine, elle est quand même pas si chère que ça. Je la trouve sur le web à peine à 200 balles. Hein. Oui, absolument. Le prix public conseillé, c'est 229 €. Donc, si on rajoute le processeur, la mémoire, à juste prix, on est quoi, sur une machine à moins de 400 €, quoi. Oui. Sans OS. Sans OS. Mais avec... oui, tu peux mettre l'Unix. Non, d'accord, mais 400 €, c'est sans OS ou avec un OS libre. Avec un OS libre. Oui, parce que, du coup, ça fait grimper le prix, on est bien d'accord. Parce que, dans l'occurrence... Maintenant, oui, c'est vrai que ce n'est pas un constructeur, mais pourquoi pas imaginer qu'à terme, Shuttle réussisse à négocier un deal avec Microsoft et à pouvoir fourguer une version de Windows 8 avec Bing, par exemple. Oui. Et donc, on aurait un OS Windows compétitif. Chez certains revendeurs, il y a une possibilité de négocier la version OEM de Windows quand on achète des pièces détachées. C'est le genre de choses qui est possible. Et donc là, on a un petit pourcentage, mais bon, c'est pas non plus... Ok, je pense que, Marc, on a fait le tour de la question. Je rappelle la référence, c'est le Shuttle HX97V que toi, tu as monté en mode Media Center, mais qui peut être utilisé, on l'a dit, dans toute autre configuration. Merci beaucoup. Merci également à Benoît et à Sébastien d'avoir participé à ce hors-série. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas un seul instant, faites vos commentaires ici, en dessous de la vidéo, ou où vous voulez, via Facebook, Twitter. C'est pas les moyens qui manquent. À très bientôt. Au revoir.